Merci beaucoup. Merci à tous d'être là avec nous, de nous retrouver donc pour cette table ronde sur les collectifs. Donc, on va évoquer ensemble ce qu'on entend par collectif déjà, pourquoi ils se développent aujourd'hui, quels sont les avantages de ces collaborations, de cette un peu autre manière d'entreprendre qui consiste à mutualiser ses connaissances, ses compétences, à faire de l'interdisciplinarité, à investir ensemble. Mais d'abord, donc avant de commencer, je vais essayer de présenter donc toutes les intervenantes et tous les intervenants. Donc, nous avons Emmanuelle, qui est la cofondatrice de la marque La Tribu des Oiseaux. Et elle a également rejoint il y a un an l'équipe de pilotage des nouveaux ateliers de Dorlé. Donc, c'est un projet qui vise un peu à redynamiser une ancienne vallée textile dans le parc naturel régional du Pilat entre Lyon et Saint-Étienne. On a aussi Julia, donc, qui est présidente et cofondatrice de Homemakers, le premier Fab Lab de l'Ouest de Paris, dédié au métier du textile et du design. On a Nicolas, donc, qui nous a rejoint récemment, qui est co-gérant et l'un des fondateurs de la boutique Les Curieux. Donc, Les Curieux, c'est une coopérative qui est née du rapprochement de deux acteurs lyonnais. Et ce projet, en fait, a permis la mise en place d'une boutique multi-activités qui propose des produits éco-responsables. Et enfin, Cécile Jeanne, qui est avec nous, fondatrice et rédactrice en chef de la revue You Made et surtout cofondatrice du collectif UAMEP. UAMEP, c'est un collectif associatif et artistique d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, de designers textiles, indépendants et engagés en faveur de l'éco-conception, de l'économie circulaire et de la cohésion sociale. Voilà, j'espère vous avoir présenté toutes et tous correctement. Merci d'être là avec nous. Alors, on va commencer avec une première question. Pourquoi avez-vous décidé de créer ou de rejoindre des collectifs? On va peut-être commencer avec Emmanuelle, puisqu'elle a rejoint un collectif il y a un an, si je ne dis pas de bêtises. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, évidemment, nous donner plus de détails sur ce collectif et nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ta décision de rejoindre un collectif, de collaborer avec d'autres acteurs dans ta région. Merci Chloé. Alors effectivement, j'ai rejoint cette aventure il y a à peu près une année, tout d'abord en tant qu'artisan, puisque je suis modiste et j'avais une folle envie d'aller un petit peu me mettre au vert, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette vallée du Dorlay, c'est un territoire rural entre Lyon et Saint-Étienne. Et donc voilà, il y avait déjà des choses, puisque c'est depuis 2014 que le projet a un petit peu été initié, hein, même complètement été initié par le parc régional du Pilat. Et avec l'idée de rénover des anciennes usines textiles pour y installer des ateliers d'artisans d'art textile ou de créateurs d'accessoires de mode. Donc, j'avais vu cette plaquette, quelqu'un m'en avait parlé et du coup, je les ai contactés tout d'abord dans cet esprit-là, en me disant, j'irais bien mettre mon atelier dans un endroit comme ça. J'avais envie d'être à la campagne, à la fois une peur bleue en me disant, mais à la campagne, je vais me retrouver toute seule, quel intérêt? Et là, de rejoindre un groupe, je me suis dit, mais ça, c'est peut-être la solution. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux et puis il s'est avéré qu'il y a eu le coup de foudre, hein, dans cette vallée, dans cet endroit absolument magnifique avec des bâtiments extraordinaires. Enfin voilà, tellement empreint d'histoire que voilà, forcément, ça fait sens pour quelqu'un qui aime le textile. Et, et du coup, en se rencontrant, on s'est dit que, enfin moi, plein d'idées me sont venues en me disant, mais il faut en faire un lieu ressource, c'est pas juste mettre des ateliers, il faut faire un tiers-lieu, il faut que ce soit un lieu qui bouge, il faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, il faut que ce soit ouvert sur la France en entier, l'Europe, le monde. Enfin voilà, on se disait que vraiment, ça peut être beaucoup plus large. Et du coup, en parlant avec les deux personnes, donc Didier et Sandrine, qui sont dans le projet depuis bien plus longtemps, ça a fait son chemin et à partir du mois d'octobre, on s'est mis à travailler d'arrache-pied sur ce projet de tiers-lieu. Voilà. Très bien. Merci pour ces détails et cette explication. On va peut-être poursuivre aussi avec Nicolas, qui a créé donc Les Curieux, qui est un peu un projet hybride de multi-activités. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout nous expliquer qu'est-ce qui a motivé la création de ce lieu qui réunit beaucoup d'acteurs et des acteurs très différents, avec des disciplines très différentes et qui permet justement de créer une certaine émulation. Oui,
Bonjour. Les Curieux, en fait, c'est un projet qui est né, comme tu le disais tout à l'heure, du rapprochement de différentes structures. On était deux boutiques lyonnaises en place depuis 2009-2010. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était nombreux au démarrage. On était 6 ou 7 structures à Lyon et que petit à petit, les boutiques de mode éthique avaient tendance à disparaître parce que tout le monde doit pouvoir vivre de son commerce et que c'était pas évident. Et dès qu'il y a une petite crise, malheureusement, la clientèle se tourne vers le commerce conventionnel parce elle n'était pas forcément à un moment prête à mettre un prix un peu plus élevé pour du Made in France ou pour du produit éco-responsable. Et à un moment, en fait, on s'est dit que ça pourrait être bien de se réunir parce qu'on ne voulait pas être fragile et on voulait pouvoir être visible. Et du coup, en 2014, on a décidé de se rassembler et est né en fait fin 2015 Les Curieux dans un lieu de 300 mètres carrés en multi-activité parce qu'en fait, on rassemblait plusieurs structures. Et donc, on fait aujourd'hui des produits autour du développement durable, des produits et des services. On a à la fois du prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, de l'accessoire, des cosmétiques, on a un espace coiffure, on a un espace beauté, on a un espace atelier coworking un petit peu hybride, un espace salon de thé, du coup, aujourd'hui, qui permet d'avoir un vrai lieu de vie, ce qu'on peut aussi appeler un tiers-lieu, mais c'est vrai que nous, on le définit comme un vrai lieu de vie où on peut flâner et profiter d'un moment et trouver des produits durables. Ok, donc on sent que ça a vraiment répondu à un certain besoin, en tout cas dans la région, de mutualiser des compétences pour survivre aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, Julia et Cécile, cette envie de créer des collectifs pour justement permettre à des jeunes créateurs, des entreprises, de survivre, d'être plus forts ensemble finalement. Julia, Cécile, je ne sais pas si vous voulez intervenir pour rebondir un peu sur ce que Nicolas vient de dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Julia, donc cofondatrice et présidente de Homemakers, donc Fab Lab vraiment dédié aux profils qui sont dans le métier du textile et du design. C'est vrai que lorsqu'on a commencé, nous-mêmes, en tant que designer et aussi autodidacte, parce que Gilles est le cofondateur de l'espace et il a joué un énorme rôle dans cette réflexion de mettre en place un espace qui a vraiment comme but de mettre en exergue ces jeunes talents qu'on ne voit pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément d'espace pour travailler, ils n'ont pas les outils, ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Donc nous, on est là vraiment pour ça. Donc on a un bel espace dans Paris qui permet de le faire avec beaucoup de soutien à travers notre collectif du Fab City Grand Paris qui réunit beaucoup de tiers-lieux sur Paris et l'Île-de-France et également les collectivités locales qui nous soutiennent derrière. Et toute cette réflexion sur justement l'émergence de ces personnes qui ont besoin d'un espace pour travailler, mais aussi de travailler en synergie et non plus en silo, parce que ça se fait et ça se faisait énormément aussi auparavant. Tout ça, c'est en train de changer. Et Homemakers avait vraiment envie de mettre à profit son parc machine, ses espaces, ses connaissances et son réseau pour à la fois mutualiser les données, mutualiser les outils et faire en sorte que quelque chose se crée, mais vraiment que ce soit au niveau local ou même au niveau national et même au niveau européen, parce qu'on a énormément de partenaires aujourd'hui. On a Ariel Lévy, donc, que tout le monde connaît bien évidemment, qui nous soutient énormément, qui est venu à notre rencontre il y a encore quelques temps. On a aussi des Fab Labs dédiés à la recherche autour du textile, que ce soit la Wax Society à Amsterdam, que ce soit l'Auto de Zéro en Italie. Donc, on est vraiment en train d'essayer de créer vraiment un nouvel univers autour du textile et du design. Ouais. Et Cécile, peut-être pour nous expliquer, pareil, même chose, hein, qu'est-ce qui a poussé la création du collectif? Oui, alors nous, bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Nous, c'est un tout petit peu différent, même si bien sûr ça se rejoint, hein, mais c'est vrai que l'idée de collectif est assez large et ça recoupe plusieurs réalités. Nous déjà, on a une association à but non lucratif, donc association loi 1901, donc on est vraiment structuré comme un collectif d'artistes.
On disait à l'époque label de musique indépendant, collectif d'artistes, enfin tout ça, ça se rejoint un peu. Ce que disait effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Julia sur l'importance de travailler en synergie, de favoriser aussi la co-création. Nous, c'est en partie ce qui a motivé finalement la création du collectif. Alors, très rapidement, pour vous donner la petite histoire, c'est un collectif qui est né donc d'une rencontre déjà, donc ma rencontre avec Ariel Lévy, donc, dont Julia vient de parler, et Élise Redel, donc qui avait créé la marque L'Herbe Rouge à l'époque, qui est une marque pionnière dans l'éco-conception en France. Et donc, l'idée, c'est que Ariel et Élise, après l'arrêt de la marque, ont voulu continuer l'aventure de manière plus collective. Et donc, elles ont eu l'idée d'un collectif et nous, on s'était rencontrés quelques mois auparavant et elles m'ont embrigadée, entre guillemets, dans l'aventure collective. Et donc, notre objectif au départ, effectivement, c'était de fédérer des entrepreneurs et des designers textiles indépendants, en notant qu'il y avait quand même un certain isolement en fait, de ces créateurs, notamment dans l'écosystème de la mode durable et responsable. Donc, au début, effectivement, on avait un tout petit noyau de créateurs qu'on essayait d'accompagner au plus proche. Et finalement, au fur et à mesure donc, que le collectif a vécu sa vie, on a eu de plus en plus de demandes d'adhésion, justement, même de créateurs dans toute la France qui avaient envie de rejoindre un mouvement plus collectif, mais vraiment dans l'esprit d'un collectif artistique. Et donc, on a décidé, là, à la fin de l'année dernière, d'élargir en fait la famille, entre guillemets, et vraiment de nous recentrer sur ce rôle de fédération d'artistes et de créateurs qui partagent les mêmes valeurs et favoriser justement la mutualisation des compétences, des réseaux, mais aussi la co-création. C'est quelque chose qui nous paraît très important, que les projets puissent s'hybrider. Et effectivement, ça donne une vraie richesse aux projets qui sont des projets indépendants, mais intégrés dans un collectif beaucoup plus large. Oui, en vous écoutant parler, on a vraiment l'impression qu'il y a un réel besoin, qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se créent. Et en tout cas, chez vous, Cécile, que vous avez eu de plus en plus de demandes, donc c'est qu'il y a des besoins. Comment on explique cette envie pour les jeunes créateurs, les jeunes créatrices, notamment dans la mode responsable, de vouloir rejoindre des collectifs? Qu'est-ce qui explique que de plus en plus, ils ont envie de coopérer, de mutualiser leurs connaissances, leurs compétences? Je ne sais pas si Cécile, tu veux peut-être commencer, et puis on écoutera les autres aussi sur cette question. Je peux continuer là-dessus. C'est vrai que nous, on s'est créé en 2017. Donc, on commençait à y avoir vraiment un attrait très fort pour la mode durable et responsable. Et c'est vrai que l'écosystème commençait à s'élargir. Mais c'est vrai que petit à petit, on voit que les initiatives se multiplient et c'est très, très encourageant parce qu'on on est en train de se dire que ça va peut-être devenir la norme à l'avenir, ce que j'espère, ce qu'on espère sincèrement. C'est vrai que l'idée d'être un collectif permet aussi, donc au-delà, effectivement, il y a une mutualisation des coûts, par exemple, quand on crée un événement. C'est sûr que ce n'est pas pareil de le faire seul avec sa marque que de le faire à plusieurs. Nous, je vous donne un exemple. En tant que collectif, maintenant, on a, entre guillemets, une visibilité assez forte dans l'écosystème de la mode responsable. En tant que collectif, après, effectivement, les adhérents, il y a des nouveaux qui rentrent, c'est quelque chose qui vit et qui bouge. On a été, par exemple, là, en début d'année, lauréat de la Cité Fertile, donc, qui est le gros tiers-lieu à Pantin, pour organiser un des événements de 2020 sur le thème des objectifs de développement durable. Donc là, c'est un peu mouvant parce qu'avec le contexte et la crise qu'on vient de passer, on ne sait pas encore comment ça va se concrétiser, si ça va être en 2020, en 2021, tout ça est en discussion. Mais là, on voit que c'est parce qu'on a été un collectif qu'on a pu effectivement porter un projet avec cette ambition-là, qui est quand même un projet de festival sur 3 jours, en investissant toute la Cité Fertile, qui est un gros lieu. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que les créateurs ne peuvent pas faire de façon isolée. Donc, le fait d'être intégré à un collectif permet vraiment déjà d'être plus visible, mais aussi d'envisager des projets d'envergure plus grande que si, évidemment, on reste à l'échelle de son projet individuel.
Ouais, bien sûr. Et Nicolas, je crois aussi, parce qu'on a échangé rapidement au téléphone pour préparer cette table ronde, et tu me parlais des nombreux avantages et des envies aussi des uns et des autres de rejoindre votre collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Et puis surtout, comment on explique voilà, cette envie de coopérer aujourd'hui, peut-être pour faire face aussi à des difficultés? Alors déjà, moi, je rejoins aussi Cécile sur quelque chose, c'est que quand on est un collectif, on n'est plus seul. Et je pense que c'est aussi la base de notre collectif, c'est que à la base, on était seul et que d'être avec d'autres personnes, on arrive à affronter des difficultés qu'on n'arrive pas à affronter quand on est entrepreneur et qu'on est tout seul. Et ça, je pense que moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré. Et ça m'a permis d'aller au-delà et d'avancer sur différents projets. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui attire, en fait, en tout cas, dans notre coopérative. On a commencé, on était une vingtaine de coopérateurs. Aujourd'hui, on est 30, notamment dans tous les ateliers qu'on propose aujourd'hui dans notre espace d'atelier créatif, en do it yourself. Ce sont souvent des personnes qui ont envie de changer de vie, de se remettre en question et qui se lancent parce qu'elles soit elles ont fait de la création, soit elles ont fait un autre parcours. Et c'est pas évident de se lancer tout seul. Et dans notre lieu, on arrive à trouver cet espace-là. Et ça permet à tout un chacun de se développer et d'avoir la bienveillance l'un envers l'autre. Et aussi, ce que disait Cécile, je la rejoins. Nous, on voit que maintenant, les curieux, on va avoir 5 ans au mois de décembre et on est souvent sollicité sur des plus gros projets, chose qu'on n'aurait pas eu accès. On nous demande pour investir des futurs tiers-lieux sur des nouveaux espaces où on est, entre guillemets, une référence. Chose qui est un peu malgré nous parce qu'en fait, on n'a pas cherché à être une référence, mais du coup, aujourd'hui, en tout cas à Lyon, on est l'un des seuls acteurs avec une offre aussi large sur une surface aussi grande et du coup, c'est bien pour nous et ça permet en fait d'aider au rayonnement de la mode responsable, d'avoir à côté de notre catalogue de marques entre guillemets qui sont très connues, des jeunes créateurs qui viennent régulièrement mettre leur création à l'épreuve de la clientèle pour pouvoir en fait réajuster leur production ou réajuster leur collection. Parce que très souvent, et c'est ce qu'on essaie de dire aux créateurs, c'est bien de vous lancer, mais il faut vous lancer en ayant aussi cette dimension de distribution. Parce que Internet est là, en effet, mais ça ne fait pas tout. Et si on veut un modèle économique qui est viable, il faut pouvoir en fait après retrouver des distributeurs et ça, il faut l'intégrer dans son prix de revente immédiatement. Si on ne le prévoit pas tout de suite, l'étape où je fais une petite production et que je l'écoule sur des salons ou d'autres événements et je veux me développer un peu plus sera assez compliqué parce qu'en fait, on va devoir y mettre un prix supplémentaire qui est le prix de la distribution et du coup, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai qu'on est assez content de pouvoir accueillir des jeunes marques et les aider dans cette mise en place. Oui, il y a une vraie volonté d'accompagnement aussi derrière de ces collectifs qui permettent voilà, de donner des conseils, d'orienter les jeunes créateurs pour éviter des erreurs, voilà, ce genre de choses. Julia, je crois que c'est aussi une mission de Homemakers vraiment qui a à cœur d'avoir cet accompagnement. Ça se traduit comment concrètement pour qu'on comprenne un peu les avantages concrets qu'apporte un tel collectif? Alors chez Homemakers, l'accompagnement se fait déjà par rapport à chaque différent profil qu'on accueille. Parce qu'on a beaucoup parlé des créateurs, mais il ne faut pas non plus négliger les personnes qui se reconvertissent, qui sont en réinsertion et qui ont envie justement de trouver un sens à ce qu'ils font et dans leur activité notamment. Ça représente quand même 90% de notre temps aujourd'hui, hein, on ne va pas se mentir là-dessus. Donc en ça, dès qu'on a des résidents qui viennent, déjà, ils nous posent les principes de leur ADN de marque, comment ils ont envie de se développer, à travers quelle identité être, avec qui, avec quels moyens et sous combien de temps. Donc ça, c'est important d'analyser et d'avoir cette vue à court terme, moyen terme et long terme. Et ensuite, dans l'échange, on voit ce qui peut manquer dans leur brief, dans leur cahier des charges et on voit si dans notre réseau, à travers le collectif, à travers l'ensemble des partenaires que nous avons, si on est en mesure justement de les aiguiller, que ce soit sur la conception, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur la fabrication en propre, parce que chez Homemakers,
l'intérêt de cet espace, c'est également à travers les 330 mètres carrés que nous avons, c'est d'avoir un parc machine qui permet de produire des prototypes, mais également de la petite série. Donc ça, c'est intéressant et c'est en ça où, comme on n'impose pas de minimum de quantité, on produit au besoin et non plus pour répondre à un besoin de fast consommation qui est complètement en dehors de notre circuit. Parce qu'il faut prendre en compte aussi tout l'aspect éco-responsable et le développement durable, qui sont aujourd'hui des créneaux essentiels quand on conçoit un produit, quand on veut lancer une marque. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi l'aspect accompagnement, formation pour justement ces personnes qui sont complètement autodidactes ou qui souhaitent se reconvertir et qui n'ont pas du tout conscience de tous ces aspects de la chaîne de production et de la chaîne de distribution. Donc ça, vraiment, on les évalue au cas par cas. On analyse le besoin, le profil, sous quelle durée il a envie d'aller, avec quels moyens, et nous, qu'est-ce qu'on peut lui apporter derrière, et quelle serait, nous, la valeur ajoutée de Makers. Parce qu'on fait vraiment de la co-création, on fait de la collaboration, avec vraiment un grand C et un grand O. C'est important de dire co et pas produire pour. C'est vraiment, on produit, on fabrique, on conçoit avec la personne. Et ça, c'est dans tout l'intérêt de notre mission et de tout ce qu'on essaie de valoriser. Parce que tout ça permet à la fois aussi de travailler sur nous, l'échelle locale, comment on participe justement à cette économie solidaire et locale, parce que c'est aussi là les enjeux d'Homemakers, parce qu'Homemakers n'est pas une entreprise. Homemakers a été créé sous statut également d'une association loi 1901, et on rentre vraiment dans son parcours de pédagogie, d'accompagnement, mais aussi de challenge avec les marques. Ouais. Et Emmanuel, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Parce que toi, tu as un peu la double casquette finalement. Tu as à la fois rejoint un collectif parce que tu avais besoin de retrouver un groupe, de te sentir moins isolé, et la casquette de créer aussi quelque chose. Est-ce que tu te retrouves dans ce qui vient d'être Oui, alors, dit? oui, tout à fait. Alors, merci Cécile, Julia et Nicolas. En fait, effectivement, je me retrouve d'une part personnellement dans ce que vous dites. Après, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que le projet des nouveaux ateliers du Dorlais et plus particulièrement, alors c'est le tout nouveau nom qui vient de sortir, choisi collectivement justement, c'est la turbine créative. Hein. Donc la turbine créative, ça va être le cœur battant des nouveaux ateliers du Dorlais, qui va vraiment parler d'artisanat et de création d'accessoires de mode, etc. Donc cette fameuse turbine créative, elle est en devenir puisqu'on est en train de créer le projet, hein, même si on a déjà des artisans créateurs candidats à l'installation. Et tout ce que vous venez de raconter, c'est tout ce qu'on projette. Donc, d'avoir vos témoignages, c'est hyper intéressant parce que voilà, je me dis, bon, ça va, on va dans le bon sens. Alors, même si on avait déjà des retours, hein, des personnes candidates qui sont depuis le confinement assez présentes et complètement en attente de propositions, parce qu'effectivement, beaucoup de solitude, besoin de rompre la solitude, besoin de se rassurer par de l'échange d'expériences, etc. Donc, on a réussi à mettre en place des petites choses par Zoom, comme beaucoup d'autres. Voilà. Et puis, très prochainement, des ateliers de co-développement en groupe de 6 pour essayer de faire avancer les problématiques de chacun. Voilà. Mais donc, ouais, non, c'est intéressant. Et justement, il y a une question que j'aimerais bien aborder avec vous, vous quatre, c'est de savoir comment on construit efficacement un collectif, parce que c'est pas forcément évident de réunir autour de la table des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Comment on arrive à faire avancer un groupe dans la même direction? Quels sont un peu les défis, peut-être, auxquels vous êtes confrontés quand voilà, on essaie de réunir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, notamment autour de tout ce qui est développement durable, responsabilité autour de la table? Quel défi un peu vous faites face, peut-être Emmanuel, vous qui êtes dedans, en plein dedans en ce moment, et puis on écoutera les autres aussi. Je trouve que c'est intéressant de savoir comment finalement on fait avancer un groupe dans la même direction. alors je dirais, en ce qui concerne notre groupe à nous, c'est des problématiques communes, c'est des inquiétudes communes, c'est des envies communes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'envies dans toute cette histoire-là. On parlait de choses, de l'isolement ou de choses comme ça qui sont un peu des mots négatifs quelque part, mais finalement, moi ce que je retiens, c'est une folle envie de construire quelque chose ensemble, voilà. Et du moment que le grand sujet vers lequel et pour lequel on travaille est là et qu'il nous rassemble, et ben
Moi, je trouve qu'on a une force folle. Nous, aujourd'hui, on est 26 dans l'association. Ok. Oui, ce qui est un nombre quand même assez conséquent. C'est intéressant, ok. Et Cécile, vous, puisque vous êtes pas mal développée aussi ces dernières années, si j'ai bien compris, comment vous avez fait pour garder la même dynamique, pour emmener tout le monde dans la même direction, pour créer des synergies entre les différents membres? Est-ce qu'il y a des défis, des difficultés particulières auxquelles vous avez dû faire face? Alors, effectivement, nous, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on existe maintenant en tant que collectif. Et comme je le disais tout à l'heure, un collectif, ça vit. C'est-à-dire, c'est pas linéaire, la vie d'un collectif. Voilà, ça, je pense que c'est très important. C'est comme dans toutes relations humaines. Sauf que là, on n'est pas 2 ou 3, on est 40. Hein, donc, Ça. du coup, c'est des choses. Il y a bien évidemment un noyau d'amitié et de partage de valeurs communes. Après, il y a aussi des personnalités, il y a aussi des projets, enfin des envies et des besoins individuels. Hein. Donc, le collectif n'a pas non plus réponse toujours à tout, hein, ça c'est clair. Donc, c'est pas une solution miracle. Hein. C'est vraiment une famille dans laquelle on avance ensemble. Parfois, on se heurte effectivement à des difficultés. Nous, depuis 3 ans, bon, ça c'est un petit peu notre philosophie chez UAMEP, c'est vraiment l'expérimentation. Donc l'expérimentation par la co-création, par le faire ensemble. Donc nous, c'est vrai qu'on a expérimenté pas mal de choses pour essayer de justement penser donc, on s'appelle UAMEP pour une autre mode est possible, qui était la baseline de l'herbe rouge. Là maintenant, on s'appelle UAMEP parce qu'on se rend compte que c'est le nom finalement qui est resté en 3 ans d'existence. On vient de changer de faire évoluer l'identité, mais c'est vraiment une autre mode est possible. C'est aussi d'autres modes sont possibles et c'est pour ça que maintenant on se définit comme le collectif artistique des autres modes, puisque notre idée c'est ensemble de réfléchir à d'autres modes, de créer, de produire, de distribuer, de communiquer et bien sûr de consommer avec le textile et la mode comme langage, mais avec une vraie transversalité. Et c'est vrai qu'il faut savoir, je pense, dans un collectif, s'adapter. C'est vrai que nous, on prône aussi une organisation horizontale, donc ça se traduit au travers de brainstorm, au travers d'assemblées générales, etc. C'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, il y a des moments où il faut aussi un peu porter le collectif pour qu'il avance. Et je pense qu'il faut être très à l'écoute aussi parce qu'il y a des moments où il y a des adhérents, des membres qui vont être plus dans des phases où ils vont vouloir bouger, s'investir dans le collectif, d'autres phases où ils auront besoin d'être un peu plus en retrait et pour revenir peut-être après. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est très très vivant et qui bouge avec le temps, qui bouge avec les contextes, qui bouge aussi avec les gens qui le constituent. Et c'est en ça que c'est une aventure parfois un peu difficile, mais en tout cas passionnante. Et c'est clair que quand on pense à ça, on n'a qu'une envie, c'est de continuer, quoi. Oui, bien sûr. Et pour les autres, pareil, j'aimerais bien écouter Julia et Nicolas sur cette question de comment on avance ensemble avec un groupe composé de différentes personnalités, de différentes disciplines. Nicolas, surtout vous, hein, je crois que enfin, ce que tu expliquais, il y a quand même pas mal de disciplines différentes dans votre collectif. Donc, comment ça marche concrètement pour avancer dans la même direction? Alors, nous, notre collectif, nous, on est une coopérative, donc on est une société coopérative d'intérêt collectif, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos coopérateurs, on a différents collèges. Donc, on a un collège de salariés qui sont coopérateurs, on a des membres fondateurs qui étaient les structures préexistantes, donc il y avait des sociétés et une association. Et on a après des financeurs, certaines marques avec qui on travaille qui ont intégré le collectif. Et aujourd'hui, c'est vrai que la force, et puis de toutes les animatrices ou les animateurs qui viennent pour des ateliers, la force du collectif, c'est de pouvoir puiser dans les ressources de chacun. C'est qu'il y a des moments, il y en a qui sont un peu plus qui sont plus moteurs parce qu'en fait, c'est leur domaine. Il y a des envies qui vont porter certains projets. Je vois aujourd'hui sur les trois coopérateurs qui sont salariés et présents dans le lieu dont je fais partie, on a en fait petit à petit des choses qui ont été portées par les uns et par les autres naturellement et il y a toujours une certaine bienveillance
un va porter une problématique, l'autre va porter un autre thème et on va se réunir régulièrement pour avancer ensemble sur ces thématiques et faire un point. Après, on a toujours, comme tout collectif, des accords, des désaccords. Et c'est dans la discussion que on va trouver une solution et où on va laisser mûrir la chose pour se dire finalement, on va attendre et on n'est pas prêt. En fait, on n'est pas prêt à décider. Donc, en fait, si on n'est pas prêt, c'est qu'il ne faut pas décider. C'est ça, en fait. Je pense que c'est la règle, en fait, aujourd'hui. C'est que s'il y a des accords, c'est qu'a priori, on n'est pas pour l'instant dans le bon feeling et dans la bonne intention. Donc, on l'aura un petit peu après. Et dans notre collectif, on a aussi des clients qui étaient présents en fait dans nos premiers projets. Et c'est vrai que ce retour, il est toujours très intéressant. Et on a même là, d'ici peu, on a même quelqu'un qui est dans le groupe des clients qui va devenir en fait salarié en fait de notre coopérative et du coup qui va basculer en fait dans un autre collège parce qu'en fait on les intègre vraiment et que c'est des gens qui ont toujours été à nos côtés et qui nous aident justement à avoir ce regard extérieur qu'on n'a pas forcément quand on est la tête dans le guidon et voilà. Du coup, c'est un gros plus et je pense que c'est ce que ressentent aussi aujourd'hui les autres clients et les autres personnes qui viennent dans ce lieu. Oui, c'est intéressant. Et Julia, pareil sur cette question de avancer dans la même direction. Eh bien, je dirais que ça reprend un petit peu tout ce qu'a évoqué Emmanuel, Cécile et Nicolas. On est à la fois sur des réflexions communes, des valeurs communes qu'on partage. On est énormément dans le ping-pong, le dialogue en day-to-day. Ça ne change pas. Et sans ça, on arrive à mûrir et à avancer ensemble. Ça, c'est important aussi. Et selon les besoins de chacun, on essaie de chacun, en faire une analyse en propre. Et ensuite, on se voit ponctuellement chaque semaine pour en discuter. Et après, il faut clairement pas oublier qu'on est quand même dans une société où il faut agir. Donc, on fait énormément de test and learn. On apprend par l'apprentissage, par le testing. On se donne pas de limites parce que justement, c'est en se limitant, on n'aboutit pas à d'autres aspects en fait de la réflexion qu'on n'avait pas estimé au départ. Donc, c'est en ça où c'est super intéressant de discuter avec notre réseau, de discuter avec notre communauté et nos makers en propre chez nous qui sont installés, mais également des membres qui ne viennent pas systématiquement, physiquement dans l'espace, mais qu'on revoit et qui viennent nous rendre visite. Donc, c'est en ça où c'est intéressant de ping-ponger comme ça, quel que soit en fait l'acteur, parce qu'on est tous acteurs en fait de ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Test and learn, tolérance, ouverture et discussion. Ok, super. Et il y a aussi une problématique que j'aimerais évoquer avec vous. Alors, ça s'adresse peut-être plus à Cécile et Julia, puisque vous en avez parlé rapidement, c'est sur l'innovation. Et je trouve que l'innovation, c'est un terme intéressant, surtout dans l'éco-responsabilité, sur, je ne sais pas, la recherche de nouveaux textiles, par exemple, de nouvelles façons de distribuer, de consommer, de produire. Et je me demandais en quoi le collectif favorise justement cette innovation. Peut-être que vous avez des exemples concrets avec des membres de votre collectif qui ont permis ce genre d'innovation de naître, de voir le jour. Donc, j'aimerais bien vous entendre toutes les deux sur cette partie un peu innovation et en quoi voilà, la construction d'un collectif et le collectif permet l'émergence de certaines innovations, surtout dans l'éco-responsabilité, qui est un thème, je pense, assez important. Julia, si tu veux commencer. Déjà, c'est vrai qu'en parlant d'innovation et en fait de mêler un savoir-faire avec une innovation et de la combiner ensemble, ça se fait à chaque fois à travers un savoir-faire spécifique d'une personne identifiée ou d'un collectif identifié et avec des machines appliquées. Donc, c'est comme ça que nous, on l'imbrique chez Homemaker. Et ce qu'on fait, c'est qu'en général, en fonction d'un besoin spécifique, qui nous est remonté par un acteur en fait de cet écosystème, nous, on voit avec quels moyens on est capable d'aller beaucoup plus loin et de pousser l'idée jusqu'à l'expérimentation concrète. Par exemple, on a typiquement le cas d'une stagiaire qui est venue nous voir, qui nous a dit, ben voilà, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de, non pas des stagiaires, mais d'agir avec vous parce que les valeurs que vous prenez, moi, je suis tout à fait partisane de tout ça et j'ai envie de tester quelque chose sur 1 mois, sur 2 mois avec vous. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc là, en parlant avec elle, elle nous a dit qu'elle avait une certaine passion et une envie de développer justement des premières expérimentations qu'elle avait fait à l'école sur la bactériologie et tout ce qui était réaction chimique pour créer, pourquoi pas, des matières
qui sont beaucoup plus vertes. Et on a développé avec elle, on a commencé à développer une sorte de semelle, parce qu'elle avait développé une semelle de chaussures, parce qu'à la base, c'est fait avec énormément de caoutchouc. Donc, tout le monde connaît très bien les bienfaits ou plutôt les méfaits de cette matière. Et c'est en ça où elle s'était dit, tiens, on va émettre à l'espace et pourquoi pas tester quelque chose. Et c'est en ça où petit à petit, elle a commencé à tester des choses comme ça. Donc, elle a aplati sur tout un plan de travail des recherches de matières qui ont séché, qui ont pris forme, etc. Donc, et c'est là, en fait, on voit où en partant d'une idée, d'un concept, que ce soit né à l'école ou en dehors d'une passion, d'une envie, on arrive à matérialiser une idée. Et c'est ça qui est super intéressant. Que ce soit finalisé ou pas. Au final, dans l'action, on arrive tellement à aller loin et à avoir émergé justement des créateurs, en fait, parce qu'on n'est pas non plus créateur à travers l'art ou à travers la création, on est créateur à travers un process, à travers une idée et qu'on met en place. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, ça aurait été certainement plus compliqué si elle avait été toute seule, dans Ouais, son coin, à faire naître exactement. ce genre de beau projet. Ouais, c'est hyper intéressant. Et Cécile, peut-être sur la même question de l'innovation. Oui, alors nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que notre maître mot, c'est l'expérimentation. Donc des exemples, j'en aurais plusieurs, des résidences qu'on a montées, des expositions ensemble pour tester de nouvelles façons de distribuer justement, de nouvelles façons de présenter le travail des créateurs, d'impliquer le public aussi dans la création. Donc ça, des exemples, j'en aurais plein. Moi, ce que je trouve essentiel, effectivement, et c'est ce qui fait la force d'un collectif, c'est que forcément, quand on parle d'innovation, derrière, il y a forcément du débat d'idées, du brainstorm. Et ça, on ne peut le faire que si on est plusieurs. Et donc, le collectif, ça crée vraiment un espace de parole, de réflexion. Et nous, on est beaucoup là-dedans, en fait, et beaucoup, comme je le disais, dans la co-création organique. Je rejoins ce que disait Nicolas tout à l'heure, cette idée de choses qui se font naturellement, enfin voilà, qui se font vraiment de manière organique, qui sont la convergence d'envie, d'idées, etc. Et c'est là qu'on peut sortir des choses vraiment innovantes. Et je pense que ça peut se faire dans cet écosystème particulier qui est le collectif, puisque en fait c'est du brainstorm permanent, c'est du rebond permanent sur les créations de l'autre, les idées de l'autre. Et donc, plus on est, effectivement, plus c'est énorme à gérer, mais plus c'est riche et intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi une des vraies forces du collectif, c'est que c'est vraiment un espace d'échange, de parole. Et à mon avis, il n'y a pas mieux pour innover que être intégré dans un collectif. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Il y a aussi une problématique que je voulais évoquer avec vous, parce qu'on vit une crise actuellement avec le coronavirus, on est toujours un peu dedans, c'est compliqué de voir l'après et tout, mais ce que je me demandais, c'était quel rôle avaient joué vos collectifs, ou jouent encore d'ailleurs vos collectifs, pour traverser la crise actuelle, pour aider justement les créateurs, les créatrices, les marques à traverser un peu ce flou, cette crise, où c'est peut-être un peu compliqué de voir vers quoi on tend. Et donc, quel rôle un peu a joué ont joué vos collectifs respectifs pour aider en fait les créateurs et les créatrices à traverser la crise actuelle. Je ne sais pas si Cécile, tu veux commencer comme tu as terminé. Oui, alors c'est vrai que, comme je disais, nous maintenant, on est une assez grande famille, donc c'est vrai qu'on est moins dans un accompagnement personnalisé qu'on a pu l'être par le passé, mais c'est aussi le parti pris qu'on a pris de se recentrer sur nos missions de fédérer, de co-créer, de réfléchir ensemble, etc. Nous, en tout cas, il y a quelque chose qui persiste, c'est le lien, c'est-à-dire qu'on est vraiment en lien, nous, les membres fondateurs, les membres ambassadeurs, on a été très en lien, par exemple, avec les nouveaux adhérents pendant la crise. Comme le disait Emmanuel, on a aussi organisé des espaces de rencontres virtuels. Après, on est aussi dans une optique où on se serre tous les coudes. Là, comme je vous disais, on est sur un gros projet de festival à la Cité Fertile, mais on ne sait pas du tout si ça va aboutir, en tout cas dans sa forme complète cette année. Donc, il y a eu aussi beaucoup de réunions, d'échanges autour de ça pour en fait vivre les choses ensemble et se soutenir au maximum. Je pense que nous, du côté de UAMEP, en tout cas, l'accompagnement, c'était surtout un soutien humain, en fait, puisque on est maintenant fédéré vraiment comme un collectif d'artistes et de projets indépendants, donc sans avoir finalement d'objectif d'accompagnement
particulier, si ce n'est effectivement ce être ensemble, ce faire ensemble qui nous porte et qui est vraiment au cœur de notre collectif. Oui, bien sûr. Emmanuel, peut-être, en plus, vous êtes en train de vous construire en pleine crise, donc peut-être que tu as des choses à dire sur la question. Ben oui, du coup, il y a eu du positif et du négatif, bien sûr. Alors, le côté négatif, c'est que ça a arrêté parce qu'on est tributaire des élections. Donc voilà, donc ça repousse pas mal de choses. Après, dans le positif, c'est qu'on a proposé de se remettre en mouvement, en fait, à nos adhérents. Et il y a eu une forte adhésion à cette remise en mouvement. Donc ça, c'était déjà quelque chose de positif. Et puis, ce que je voulais juste aussi ajouter, c'est que ce qui fait peut-être aussi la particularité de notre collectif, c'est qu'il a un petit côté pluriel, puisqu'il est composé, donc je vous ai parlé des artisans et des créateurs, mais aussi dans le collectif, on a des habitants, on a des élus, on a des associations, des associations qui sont actuellement déjà sur le territoire. Et en fait, ce serrage de coude qu'on a pu observer, il était aussi intéressant parce que c'était pas forcément un entre-soi, mais ça a été quelque chose d'un peu plus large. Par exemple, on a un artisan de la banlieue parisienne qui vient s'installer au mois de septembre dans la vallée et malgré les difficultés dues au confinement, il avait trouvé un logement qui s'est tombé à l'eau. Finalement, quelqu'un d'autre du conseil municipal a fait en sorte de lui trouver autre chose. Enfin voilà, du coup, c'est aussi ça la force de notre collectif. Et voilà ce qui s'est passé pendant ce confinement. Okay. Je ne peux pas beaucoup raconter. Non, mais c'est intéressant, ça montre que finalement le collectif aide aussi à traverser les bas et les situations de crise qu'on vit actuellement. Julia, peut-être aussi sur cette question? Alors le Covid, c'est vrai que ça nous a tous énormément impactés, que ce soit au niveau santé ou que ce soit au niveau aussi activité et développement, mise en place d'espaces et de projets, donc bien évidemment non négligeable. Nous, on a été plutôt acteurs en tant que fabricants de matériel. Ce qui s'est passé, c'est que fin mars, après que Gilles et moi soient sortis de Covid, parce qu'on était malades, malheureusement, on a été touchés directement par ça. On a pris la décision malheureusement, on a dû fermer le Fab Lab, mais on a pris la décision d'intégrer le mouvement Makers contre le Covid afin de pouvoir utiliser et mutualiser notre savoir-faire et surtout le parc machine et les espaces et de le rendre utile. Parce qu'on était Premièrement, on était touché par le Covid. On a tout de suite compris que ça faisait tout de suite sens de pouvoir participer. Et en participant à travers un réseau de bénévoles, que ce soit interne ou même externe, en dehors de notre communauté et aussi intégré à notre communauté, on a accueilli plus d'une centaine de bénévoles en tout, que ce soit à distance ou sur place, protégés bien évidemment. Et on a conçu à la fois des visières, des masques, mais aussi des surblouses et des tenues pour des centres médicaux et des hôpitaux. Donc là, aujourd'hui, on a un bilan vraiment très satisfaisant parce qu'on ne pensait vraiment pas que ça allait prendre autant de poids et que des inconnus qui ne nous connaissaient absolument pas allaient justement se réunir à nos côtés, et ça nous a énormément touchés parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une envie de solidarité, une envie de se mobiliser, et que tout ça, ces valeurs-là, ça réunit même au-delà de ce qu'on pensait. Et donc, c'est en ça où le Covid a été vraiment une expérience assez unique à part entière, autant dans un réseau de solidarité, de bienveillance et aussi d'apprentissage, parce qu'au final, on a énormément de bénévoles qui ne savaient pas coudre ou qui ne connaissaient pas les techniques de base aussi de l'assemblage ou de la découpe laser. Et c'était une expérience aussi d'apprentissage, de transmission. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en partant du 30 mars, en arrivant au 1er juin, on arrive à en faire des couturiers, des assembleurs, des monteurs, aussi des logisticiens. On s'est tous donné aussi un peu on a mis de l'huile de coude et on s'est tous dit, bon, on va prendre nos vélos, on va prendre nos scooters et on va tous aller livrer et on va aller porter tout ça. Et donc, ça a été une expérience assez unique et incroyable. Ouais. Ouais, c'est hyper chouette, c'est hyper encourageant et optimiste, ouais. C'est bien, en ces temps, on en a besoin. Et Nicolas, peut-être pour finir sur la question de la crise, comment vous l'avez traversée, comment le collectif a permis peut-être d'aider à la traverser? Alors nous, le collectif, on a surtout gardé du contact, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Cécile, c'est qu'on s'est vraiment, on a voulu en fait
tous se mettre en réseau et en contact à distance. Et du coup, on a un peu sollicité tout le monde pour alimenter aussi nos réseaux sociaux, de bonnes initiatives, de petits trucs à faire chez soi, comment recycler certaines choses, comment. Donc, c'était vraiment, c'est parti un petit peu des petits conseils beauté, plein de choses pour en fait faciliter la période de confinement. Nous, ça nous a permis aussi de mettre un petit peu à jour notre site internet. Et puis, bah, comme Julien, notre collectif, c'est l'En-Masque. Et c'est pareil, on a demandé à des bénévoles à droite, à gauche. Et du coup, tout le monde y a mis un petit peu de son entrain et de sa bonne volonté. Et du coup, on a pu sortir. Alors, nous, on n'a pas non plus une capacité de production qui est énorme, mais on a quand même sorti 2000 masques. Et du coup, c'est pareil, on a pris notre vélo, on est allé faire des distributions dans des centres sociaux, voilà, dans différents établissements. Et puis après, en fait, on s'est retrouvé un petit peu à court de matière. Donc, on a lancé plutôt une vente solidaire où nos clients pouvaient acheter des masques. Et du coup, ça nous permettait d'en produire pour pouvoir en fait les redonner au personnel soignant. Alors, on a moins donné au personnel soignant, mais plutôt à des institutions, des associations qui étaient plus avec des personnes en difficulté, SDF ou des soignants un peu isolés ou des infirmières, des choses comme ça, qui avaient moins d'accès. Et c'est surtout, on a surtout essayé de garder le contact entre toutes les équipes, aussi bien au niveau des associés, des coopérateurs, mais des salariés également présents. Et puis, de garder le lien avec nos clients en restant chez nous, mais en ayant ce lien important. Et on est content, c'est qu'à la réouverture, les gens sont revenus et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est chouette. Bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On m'avait demandé de garder un petit peu de temps à la fin aussi pour les questions des gens qui participent à la table ronde. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si ça se situe dans la petite discussion conversée, mais je crois avoir vu une question. Nicolas, comment avez-vous vécu l'arrêt de la distribution physique? Et ben, Je sais pas si tu vois la question. si je veux être complètement honnête, je vais vous dire que le samedi soir où le Premier ministre a parlé, j'ai pleuré. Parce que même si on s'y attendait, c'est collectif, on est quand même fragile, comme tout le monde, et que c'était quelque chose d'inédit qu'on ne connaissait pas. Donc, du coup, c'est vrai que ce que je disais, on a mis beaucoup de choses sur notre site internet. On n'avait pas eu le temps de le faire, donc on a pris le temps du confinement donc le confinement était en fait une période très chargée en termes de travail, parce que, entre la confection des masques, la mise en ligne, les livraisons, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Si je travaille beaucoup d'habitude, mais là, c'était du non-stop parce qu'en fait, vous êtes chez vous et qu'en fait, vous organisez plus vos enfants, plus tout le reste. C'était assez particulier. Et c'est vrai qu'après, on a voulu préparer la reprise. Et du coup, on a vraiment travaillé sur cette reprise, sur la manière de l'effectuer, et pour accompagner nos clients et leur faire comprendre ce qui était important maintenant de faire en fait, et de reprendre en ayant des bons réflexes. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les poser là où vous pouvez. Ah oui, il y en a une autre, je crois, pour Julia. Comment allez-vous réouvrir Homemakers pour y redonner accès à des créateurs? Quelles difficultés pour l'entretien sanitaire des machines? Ça, c'est très opérationnel comme question. C'est très bien. Comment on va rouvrir Homemakers? Donc déjà, Homemakers a rouvert depuis l'autorisation du gouvernement. On a repris nos activités il y a à peine quelques semaines. Donc bien évidemment, gel hydroalcoolique partout pour toute personne dans les locaux et accédant juste aussi à l'entrée, des masques bien évidemment. On a fait un petit stock de masques qu'on a utilisés à l'aide de donateurs. Et donc, ce sont que des masques qu'on a à partir de tissus récupérés, recyclés. Donc ça, c'est déjà un point fort. Donc, on les distribue. Les créateurs qui nous sollicitent pour avoir des résidences nous régulés.
protection évidente, à une distance, bien sûr, comme il le faut. Et après, tout ce qui concerne l'entretien des machines, c'est du nettoyage, quotidien. C'est, on demande en fait à chaque utilisateur de machine de nettoyer son poste de travail et les machines qu'il a utilisées à la fin de chaque, utilisation, à la fin de chaque activité, et à la fin de la journée, on fait un nettoyage complet. Et ça, c'est vrai que ça nécessite énormément de manutention, de main-d'œuvre, de personnel, et donc ça, on le fait avec, notre réseau, de bénévoles qui travaillent à temps plein, c'est, être vigilant, toujours, garder, les bons réflexes, changement dans la façon, des gens, donc les réflexes soient respectés. Prochaine étape très importante au mois de septembre, l'installation des 3 premiers ateliers dans la première usine qui a été rénovée. Eh ben, continuer à le co-construire, parce que ben, tous vos témoignages de Julia, Nicolas et Cécile montrent ensemble, et on est en train de mettre en place tout ça, et je ne manquerai pas de vous interviewer en privé tous les 3. Eh bien, merci Emmanuel. Et alors aussi Cécile, comment peut-on se tenir informé de l'évolution du festival? Alors, effectivement, pour l'instant, on n'a pas communiqué dessus parce qu'on avait des incertitudes. Enfin, les incertitudes sont encore grandes, mais on va de toute façon communiquer dès qu'on aura plus d'informations. Donc, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et UAMEP sur Facebook. Voilà, j'espère 2020-2021 encore. Mais en tout cas, oui, vous pouvez vous connecter à nos réseaux et voilà, je pense que d'ici le début du mois de juillet, il y aura quelques nouvelles de ce gros projet. Ok, super. Ben, on se tiendra informé alors via les réseaux sociaux. Et j'ai vu une question aussi dans la conversation pour Nicolas. Alors, je vais la lire, elle est un petit peu longue. Je crois comme vous à la force du collectif et j'ai souhaité créer un lieu de vie pour mettre en avant une beauté éthique et durable. L'association qui s'occupe des porteurs de projets a aimé mon concept, mais elle m'a plutôt conseillé de réaliser seule mes prestations de service. D'après vous, quelle a été votre force et atout pour créer un tiers-lieu? Alors déjà, c'est vrai que c'est important de pouvoir gérer ses propres ateliers dans un premier temps. Nous, on avait ça dans notre équipe, c'est qu'en fait, on avait des personnes qui étaient en capacité de le faire, mais c'est ce petit équilibre qu'il faut avoir entre faire rentrer des nouvelles personnes dans le projet qui ont les capacités et qui ont plus de temps pour pouvoir faire des ateliers, mais à répondre comme ça, c'est vrai que nous, on avait les compétences en interne, mais de plus en plus, on a intégré des nouvelles personnes dans la coopérative qui avaient ces compétences aussi pour pouvoir nous aider, nous, à nous développer et à faire d'autres choses. Donc, il faut, je pense, toucher à tout, mais en même temps, savoir, comme dans tout collectif, déléguer, faire confiance aux autres et pouvoir en fait s'appuyer sur quelqu'un d'autre à un moment quand on n'est plus on n'a plus la possibilité de réaliser des choses soi-même. Mais c'est vrai que dans un premier temps, nous, la difficulté a été de convaincre à la fois les financeurs ou les structures avec qui on a travaillé, même l'URSCOP qui nous a accompagnés sur le développement de la coopérative, c'était de leur faire comprendre qu'en fait, séparément, on faisait déjà tout ce qu'on allait faire ensemble. Et que les nouvelles choses, non. Et c'est vrai que parfois c'est un peu déstabilisant pour un bien fermé et de se dire là ils vont faire ça, 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 et puis ils savent pas trop, ils se disent, mais en fait ils sont perdus, ils veulent faire plein de choses, mais ils savent, mais non, en fait on fait déjà tout ça.
Donc, on veut juste le structurer dans un seul lieu et faire ça ensemble parce qu'on pense que ça va nous apporter. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous, ça nous apporte au quotidien. C'est la clé d'entrée pour des personnes de manière différente. C'est-à-dire qu'un client va venir pour un service coiffure, il va découvrir qu'on fait des ateliers créatifs. Et du coup, il va dire « Ah, bah, c'est super, c'est ce que je cherche ». Et inversement, quelqu'un qui est en atelier va découvrir du prêt-à-porter durable ou des cosmétiques solides. Et va se dire « Ah, bah, en fait, ça, je ne savais pas que ça existait ». Et c'est ça, en fait, la richesse de notre projet, c'est ce qui nous fait plaisir au quotidien, c'est de se dire, en fait, qu'on fait rentrer des gens dans une case du développement durable qu'ils n'avaient pas conscience, à laquelle ils n'avaient pas conscience ou ils ne s'y intéressaient pas forcément. Et ils sont rentrés par une autre porte. Et du coup, c'est la richesse de ces projets, je trouve, collectifs au quotidien. Ouais. Et alors, j'ai une dernière question. On a 4 minutes, je pense, pour y répondre. C'est une question économique. Comment se financent les collectifs? Je ne sais pas qui veut commencer sur cette question. Alors, moi, je peux répondre si vous êtes d'accord, parce que tout c'est assez. Je t'en prie. En fait, on a, donc je vous dis, on a l'association Loi 1900 à but non lucratif. Nous, on a assez peu de charges. On n'est pas, par exemple, du même. C'est pas la même chose que les curieux. Donc, je pense qu'avec Nicolas, on n'a pas les mêmes problématiques, par exemple, à ce niveau-là. Nous, on n'a pas, effectivement, ou que Julia, on n'a pas de charge de lieu, déjà. Donc, c'est vrai qu'on a assez peu de charges. On n'a pas de salariés de l'association. Donc, on est beaucoup, on fait du bénévolat, hein, beaucoup en tant que membre fondateur, mais on est des passionnés. Donc, c'est aussi une conviction. Après, sur des projets qu'on monte, par exemple, comme le festival qu'on est en train de monter, là, on est dans des logiques de partenariat et de subvention. Voilà, pour financer, on va dire, des projets précis. Après, il y a bien sûr les adhésions. Nous, c'est vrai qu'on a fixé une adhésion symbolique. Donc, ce n'est pas ça qui va financer véritablement le collectif. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est vrai que si on n'a pas effectivement ces entrées qui sont les adhésions, il faut aller effectivement chercher des subventions, faire des dossiers de subventions, chercher des partenaires qui veulent nous épauler en tant que collectif. Et surtout, en particulier, c'est plus facile effectivement quand il y a des projets précis comme le festival qu'on est en train de monter, où on cherche des partenaires à la fois de contenu, mais aussi des partenaires financiers. L'idée, c'est que ce soit les deux, en fait. Voilà, qu'on soit vraiment dans un vrai partenariat qui ne soit pas uniquement financier. Ok, super. On a 2 minutes. S'il y a l'un de vous qui veut répondre à la question sur comment se financent les collectifs, je ne sais pas si Julia, Nicolas, Emmanuel, l'un de vous veut répondre. Vous avez 2 minutes. Alors, chez Homemakers, c'est très simple. On a commencé par du financement en fonds propres pour le local et pour aménager, pour accueillir les premières machines. Et ensuite, on est passé également sur un système d'adhésion pour les membres de l'association qui s'est étendu à tout ce qui est aussi résidence de créateurs, tout simplement. Hein. Chaque mois, il y a une cotisation qui est payée par chaque designer ou créateur. Et ensuite, il y a aussi cette recherche qui est longue et qui est fastidieuse de recherche de subventions. Donc ça, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'on joue sur différents niveaux. Et je pense que ça doit être un croisement entre le lieu de Nicolas et l'association que représente Cécile. Donc je pense que c'est un combo des deux. Ok, super. Alors, je pense qu'on n'a pas trop le temps parce que là, il est 29 et à 30, si je ne dis pas de bêtises, il y a Frédéric de Who's Next qui doit faire une tribune. Donc, je vais peut-être lui laisser la parole. Je vais vous remercier une dernière fois d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir participé à cette table ronde. Merci Nicolas, Julia, Emmanuel, Cécile d'avoir témoigné. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.